Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la nouvelle Peugeot 308 qui a été présentée aujourd'hui. Je m'appelle Adrien, voici François. Bonsoir. Salut Bonsoir François. À tous. Bonsoir. À tous. On fait partie tous les deux d'un collectif et d'un média qui s'appelle Le Nouvel Automobiliste. Et on est présent via ce média justement depuis 2 mois précisément sur Twitch à travers une émission qu'on anime tous les mardis soirs qui se nomme Plein Phare et dans laquelle on évoque les actualités majeures de la mobilité. Mais ce soir, à travers notre émission spéciale justement, on évoquera une actualité majeure de la mobilité puisqu'elle a eu lieu aujourd'hui. C'est la présentation de la nouvelle Peugeot 308 en présence d'Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour à vous. Enchanté, vous êtes la chef de projet marque Peugeot 308 précisément. Une question comme ça en préambule, est-ce que c'est votre première interview Twitch ? Vous êtes vache. C'est la première fois, oui, tout à fait. Donc c'est l'intérêt justement de Twitch, je le rappelle, c'est de pouvoir poser vos questions en direct, puisque Twitch permet justement de l'interaction. Et si vous le voulez, je vous propose 2 choses. La première, c'est tout d'abord une présentation très synthétique, très rapide, avec François de cette nouvelle Peugeot 308, à travers les éléments fournis officiellement par Peugeot. Et puis ensuite, on passera à l'interview. On introduira le propos avec François, et puis après, du coup, on reprendra vos questions posées dans le chat directement, et on les posera à Agnès pour qu'elle puisse y répondre. Voilà. Alors, on va vous montrer à l'écran très rapidement une image de la Peugeot 308, la nouvelle Peugeot 308, qui a donc été dévoilée ce matin officiellement. Super. Elle arrive. Elle est là. Du coup, la Peugeot 308 qui remplace l'actuelle génération sortie en 2013, elle change pas mal, j'ai l'impression, François, quand même esthétiquement. On a un style qui est quand même beaucoup plus agressif que la génération précédente, même si globalement dans les lignes on reconnaît un air de famille. Mais cette agressivité, on la voit notamment dans la face avant, avec les fameux crocs qu'on retrouve déjà sur la Peugeot 208, la Peugeot 2008, également la Peugeot 508. La Peugeot 3008, la Peugeot 5008. Voilà, finalement ça fait tout le monde. C'est ça, précisément toute la gamme, et donc là la 308 les reprend, mais il y a quand même un gros changement sur cette voiture, c'est son logo, puisqu'elle arbore le tout nouveau logo de la marque qui a été présenté fin février précisément, avec une calandre du coup qui le met bien en perspective, et ce logo on le voit à la fois devant, derrière, et puis également sur le profil, en tout cas dans les versions haut de gamme GT, qui arboreront également ce logo au niveau des flancs. Donc ça c'est une première pour le coup. Et pour vous parler justement un petit peu du profil et un peu plus globalement de la voiture concernant son extérieur, on aura une voiture qui grandit par rapport à la génération précédente, plus 11 cm en longueur, plus 5 cm en largeur. Par contre une hauteur qui diminue, 2 cm, qui permet justement d'asseoir visuellement la voiture et de la rendre encore une fois agressive. Si on s'intéresse à l'intérieur maintenant, on observe un iCockpit qui est reconduit, comme sur la précédente génération. L'iCockpit, c'est finalement un petit volant avec des compteurs surélevés et puis une expérience de conduite assez différente finalement des autres véhicules de marques concurrentes. Et une planche de bord qui finalement s'inspire pas mal, je trouve en tout cas, de la Peugeot 508 dans son dessin, avec des aérateurs surélevés et puis un écran central tactile de 10 pouces, qui en dessous reçoit des commandes de climatisation digitales. Ça c'est nouveau. En plus donc d'une dalle numérique derrière le volant de 10 pouces également, qui sur la version GT a la possibilité d'être 3D, donc c'est-à-dire de faire ressortir les fonctions principales, de les mettre en avant par rapport aux autres informations. Un petit mot pour terminer sur les motorisations de cette voiture. Peugeot communique beaucoup sur l'hybride rechargeable, puisqu'il y aura deux motorisations hybrides rechargeables, 180 chevaux et 225 chevaux. Un moteur essence, thermique 100%, un litre 2 PureTech de 130 chevaux, et puis un diesel également, de 130 chevaux aussi. Et il me semble même qu'il y a un PureTech de 110 chevaux seulement en boîte manuelle. Effectivement, merci François pour la précision. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la présentation de cette voiture de manière très synthétique bien sûr. On va continuer largement avec Agnès d'en parler. Un dernier mot sur la production de cette voiture. Elle sera produite à Mulhouse, en Alsace donc, et commercialisée à partir du second semestre 2021. Voilà, pour introduire le propos. Agnès, une petite question pour commencer. On reprendra bien sûr après les questions qui seront dans le chat. Je remarque surtout, au-delà du style de la voiture, une couleur verte, vert olivine je crois, qui est présente sur absolument toutes les photos, qu'on voyait déjà sur le film
teaser entre guillemets que Peugeot a diffusé fin février pour annoncer sa nouvelle identité de marque. Le problème qu'elle a réussi à en mettre un juste à côté d'elle. Oui, Vous c'est vrai. apportez, un Parfait. lion de la couleur de la voiture. Très bien. Et la question que je me posais finalement, c'est en voyant le jaune Faro de la Peugeot 208, l'orange Fusion du Peugeot 2008, maintenant le vert olivine de la 308, est-ce que Peugeot a décidé de mettre de la couleur dans la vie des gens? C'est sûrement de ça qu'il s'agit, en effet. Alors, je vais vous parler de couleur et après, je voudrais revenir, vous donner quelques précisions sur l'introduction que vous avez faite, sans prendre trop de temps. Très clairement, il y a une démarche délibérée de la marque pouvoir mettre en avant des couleurs, et pour les voir, rien de tel que d'en faire la couleur dite gratuite. Et donc, c'est le cas du vert olivine, ce sera le cas du vert olivine sur la nouvelle 308, avec cette intention, parce que le vert en automobile c'est finalement assez rare, on a cherché à surprendre, à appuyer le travail qui a été fait sur les dimensions que vous avez décrites et dont j'imagine on reparlera parce que c'est assez fort et assez identitaire de cette nouvelle voiture. Et donc on a cherché une couleur qui soit surprenante, qui soit différente et visible, et qui reste dans l'esprit de la nouvelle 308, donc très élégante, chic et on va dire assumable. Très bien. Voilà. Alors après, sur les précisions, je voulais vous parler de dimensions, on y reviendra certainement, parce qu'on a à la fois des dimensions qu'on est allé chercher pour donner plus de dynamisme et finalement peut-être définitivement asseoir la montée en gamme de la marque. Elles sont aussi là, travaillées toujours dans le souci d'optimiser l'efficience et notamment l'aérodynamique de la voiture. Et si on écoute bien ce que nous disent nos stylistes, la voiture n'est pas plus large que la 308 actuelle qui, elle, fait 1,8 mètres de large. Ouais. Elle a la même largeur aux roues. Ça, c'était finalement une donnée d'entrée pour garder une aérodynamique optimisée. Elle paraît plus large dans les chiffres, en effet, parce qu'il ne vous a peut-être pas échappé que nous avons des nouvelles poignées de porte. Et que ces nouvelles poignées de porte qui sont plus ergonomiques sont un peu plus en porte-à-faux latéral, donc elles sortent un peu plus de la carrosserie qu'elles ne sortaient sur la 308 actuelle, qui n'a pas d'impact, ou en tout cas négligeable en aérodynamique. Donc la voiture est finalement pas plus large, mais a une prestance qui pourrait laisser penser, et d'ailleurs personne n'a de mal à dire qu'elle est plus large finalement dans les chiffres, elle n'est pas plus large. D'accord. Voilà. C'est une petite précision. Très bien, non, mais Pierre-Paul, mon cher styliste, qui trouve que c'est très dommage qu'on se trompe sur les dimensions. Alors, à propos justement du style et de la couleur, encore une fois, on a une question dans le chat, à savoir que ce vert est assez clivant finalement. C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, en tout cas c'est les premiers commentaires qu'on a pu constater, notamment via nos réseaux sociaux. Et une question de Cavallino est: n'est-ce pas un peu risqué de proposer en couleur de lancement une telle couleur qui plus est gratuite? Il n'y a pas de risque, c'est justement, on va faire parler, donc finalement c'est tout bénef. Très bien. Et est-ce que ça justifie que par exemple on a que tardivement dans la journée pu voir des modèles bleus, blancs également, et puis un gris je crois, un gris sauvage qu'on a pu apercevoir. Vous avez tout misé sur le vert finalement, c'était vraiment... Oui, la prise de parole, elle est en vert. Et en le effet, pull aussi. Ah bah écoutez, sans vouloir vous limiter à votre argument, absolument, mais... D'accord. Je voulais être assorti à mon lion. Oui, non, mais... On ne sort jamais sans être assorti à son lion. Et est-ce qu'on sort sans être assorti à une Taycan Cross Turismo qui elle aussi a ce vert, ou est-ce que c'est une pure coïncidence que de se retrouver avec une telle teinte? C'est pas comme ça qu'on a travaillé avec les stylistes. Les stylistes, ils sont vraiment dans des recherches de tendances. Et bien sûr, on regarde ce que fait la concurrence, mais là, on était aussi dans la recherche d'une expression nouvelle par rapport à ce que la marque veut raconter. Donc, alors, en parlant de la marque justement et du lion qui est juste derrière vous, vous avez changé votre logo fin février précisément. La nouvelle 308 est la première à arborer ce logo. Comment se fait-il justement que ce soit elle précisément qui l'arbore et pas par exemple une 508 qui est censée, en tout cas je crois, être votre flagship? Ça, c'est une très bonne question. Presque aux limites de ce que je saurais vous dire, puisque je suis quand même chef de produit 308 et pas porte-parole de la marque. Je le dis maintenant. Bien sûr, oui, vous faites bien de le préciser. Vous savez bien que oui, je suis vraiment là pour parler de 308 et pas la vocation à parler pour la marque. Malgré tout, moi je pense qu'on a un alignement des planètes incroyable sur la nouvelle 308. C'est sûr. 308, c'est quand même une voiture emblématique pour la marque. Ça a été la voiture qui porte l'iCockpit, en tout cas qui l'a nommée, puisque l'iCockpit a été d'une certaine façon montré pour la première fois sur 208.
c'est aussi celle qui a fait la démonstration que la marque était capable de faire des voitures au meilleur niveau. C'est une voiture qui est toujours la première des ventes en France après 8 ans de commercialisation. Donc pour moi, l'alignement, il est incroyable et je pense que c'est une force pour la voiture et définitivement, je pense que la marque est contente que 308 porte au visage. Ça, je veux bien le croire. Justement, vous parliez de l'ancienne génération. Comment on fait quand on part d'un succès tel que l'ancienne génération de 308 pour renouveler justement un modèle comme ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que finalement, est-ce que les décisions au départ du projet ont été actées, ont été guidées par le succès de la 308 de précédente génération? Ou alors finalement vous vous êtes dit, on peut potentiellement tout refaire si on a envie? Ou alors à l'inverse, est-ce que vous vous êtes dit, vu qu'on a quand même une base qui marche très très bien, une voiture qui a plu, une voiture qui s'est très bien vendue, est-ce qu'on va plutôt rester proche de cette voiture-là ou au contraire... Vous faites les questions et les réponses? Je ne sais pas, je réfléchis à votre précisément. Non, en tout cas, sur nos épaules, c'était une charge importante, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. On est sur une voiture référente en segment. Donc, la question se pose, en effet, qu'est-ce qu'on fait quand on part? D'abord, c'est d'ailleurs mon travail au départ, c'est de définir le cahier des charges et de le proposer à la marque, évidemment. Et donc, pour être sûr enfin, en tout cas, la façon dont on est parti, c'est de recueillir toutes les données disponibles. Donc, déjà, très bien connaître la voiture qu'on remplace, toutes ses forces, ses faiblesses. On en reparlera certainement, parce qu'on a essayé de travailler et de corriger quelques faiblesses de la 308 actuelle. Et puis, d'écouter les clients, définitivement. On a beaucoup d'outils pour ça. On a des données big data, donc des données à très grande échelle des acheteurs ou des aspirants acheteurs d'ailleurs de la berline compacte sur nos marchés européens, mais même sur des marchés internationaux, parce que celle-ci, elle se destine aussi aux marchés internationaux pour lesquels il y a un marché. Donc cet agrégat-là, de se nourrir de ce que nous disent les clients et de ce qu'on sait de la voiture qu'on remplace, ça a été le point de départ. Très bien. Et après, la question est, est-ce qu'on fait quelque chose de radicalement différent? Est-ce qu'on fait vraiment une berline? C'est une question. C'est justement une question qui est posée dans le chat. Qui voudra encore acheter une berline en 2021 et au-delà? Ça, c'était la question, c'était le point de départ. D'accord. Donc, vous voyez, on a tranché, on veut une pure berline, on n'a pas fait quelque chose d'entre-deux, on n'a pas hybridé le concept, on est vraiment allé chercher au cœur de la vraie berline. Et puis après, une fois qu'on est parti on a validé le concept même de la voiture, il y a eu tout le travail sur sa morphologie. Et puis, et le travail encore plus précis des prestations qu'on veut maintenir, des équipements qui sont nécessaires, et finalement de l'expérience qu'on veut proposer avec la voiture. Et tout ça nourrit de ce que nous ont dit et les clients de la 308 que vous connaissez, et tout ce qu'on pouvait avoir, tous les signaux qu'on pouvait obtenir des clients et des marchés en général. Et c'est justement tous ces signaux-là et toutes ces écoutes clients qui vous ont fait choisir la silhouette berline plutôt qu'une silhouette hybride entre berline et SUV par exemple? C'est ça. C'est ça, et en particulier parce qu'on avait cette conviction qu'aller chercher l'objet automobile le plus efficient en restant polyvalent, c'était certainement un moyen de répondre à des attentes de clients qui n'allaient pas s'éteindre. Et ce sont même peut-être des clients qui eux-mêmes veulent monter en gamme. Il y a peut-être une intention, comme nous demande Navigator, d'aller chercher un trio premium que nous ne nommerons peut-être pas ici, mais que vous avez peut-être dans vos objectifs. On peut dire ça comme ça. Je le dirais un peu autrement. Nous écoutons. Le marché, alors peut-être on va se parler de marché. Le marché de la berline compacte, on va l'appeler comme ça aussi, il est quand même très européen. Il est très européen et il est très particulier puisque si on regarde les ventes agrégées du marché de la berline en Europe, de la berline compacte, sur les 5 premiers, il y a Golf, loin et devant tout le monde. Et puis il y a 3 premiums. C'est complètement atypique parce que 3 premiums dans les 5 premiers, c'est le seul segment que ce soit le cas. Donc si on a des ambitions d'être sur le podium, forcément, on regarde aussi ces silhouettes-là, ces concurrents-là.
Vous parliez tout à l'heure de défauts, ou plutôt de faiblesses que pouvait avoir la précédente 308. Et l'une des questions qui remonte dans le chat, justement, c'est quel est le plus gros défaut, entre guillemets, encore une fois, qu'ont remonté les clients de la précédente 308 ? Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup. On va dire en termes de prestations, l'un des principales critiques qui étaient faites concernait le système d'infotainment. La réactivité de l'écran et l'organisation des commandes. Donc ça, je pense qu'on aura tout le loisir d'en reparler. C'était un très grande part de notre travail. Si on parle d'architecture, il y avait un sujet aussi sur l'habitabilité à l'arrière, pour les passagers à l'arrière, et l'espace de genoux. Donc quand vous avez parlé d'augmentation des dimensions, ça sert le style et des proportions qui sont plus dynamiques et plus premium. Ça sert l'aérodynamique et ça sert la prestation d'habitacle, puisque là, on donne, en allongeant la voiture, puisque vous l'avez très bien dit, elle prend presque 11 cm, on redonne 3 cm au genou au passager arrière, ce qui change tout. 3 cm, moi si je faisais 3 cm de plus, je peux vous dire que ça changerait tout. On imagine. Mais comment d'ailleurs peut-on aller si loin dans ce projet sans aller titiller d'autres concurrents, par exemple? Est-ce que la prise en compte de la DS4 qui a été présentée il n'y a pas moins de 6 semaines était dans vos têtes et dans l'objectif de lui laisser un peu de champ ou au contraire de vous garder un précaré? On n'est pas dans un partage des territoires, mais très clairement, la force d'expression qu'on a mise dans nos voitures, et mon cher Philippe de DS4 dira la même chose, chef de produit, mon alter ego, je le salue s'il regarde. La meilleure façon de réussir, c'est d'exprimer chacun des territoires de marque forts et sans ambiguïté. C'est ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a très clairement 2 très belles propositions sur la même version de plateforme. Donc en effet, il ne vous a pas échappé on a des points de départ qui sont les mêmes. On a chacun des territoires d'expression très différents, avec des clientèles, on s'adresse à des clients différents, donc je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté, et je pense que c'est la force aussi du travail qu'on a produit tous les deux, et toutes nos équipes ensemble, parce qu'on ne peut pas croire qu'on est tout seul, loin s'en faut, c'est d'arriver à vraiment exprimer des choses tellement différentes qu'il n'y a même pas de sujet. 2 questions par rapport aux motorisations, précisément dans le chat. Première question, pourquoi n'y a-t-il pas de PureTech 155 chevaux ? Parce que il n'est pas prévu sur cette plateforme, le 155 chevaux en PureTech, si vous faites référence au 1,2 litre. C'est du CMP. Il est sur la petite plateforme. D'accord, très bien. On en avait d'ailleurs une autre qui nous est posée toujours à propos de ce PureTech 1,2 litre. On sait qu'il a eu des soucis de fiabilité jusqu'en 2017. Ça y est, maintenant il est fiabilisé, on peut toucher comme si c'était du bois. Il y a des sujets des problèmes de fiabilité, on ne peut pas se permettre ça sur 308. Donc on le lancera parce qu'on est sûr de sa robustesse. Bon, on touchera du bois, même si on espère qu'il n'y a pas de bois dans ce moteur. Ni même dans la voiture, parce que nos décors ne sont pas en bois, mais en vrai aluminium. Et j'avais vu qu'il y avait pourtant des décors de frêne qui étaient envisagés. Alors, je ne sais pas où vous l'avez lu, mais non, pas sur la 308. Alors, j'ai dû fumer quand j'ai lu le communiqué de presse. C'était peut-être 508 qui a du bois. D'accord. 3008 a eu du bois, mais tout à fait. Mais pas sur la nouvelle 308 a du pur aluminium. Donc c'est effectivement, voilà, c'est une question qui remonte aussi dans le chat, c'est de l'aluminium effectivement en face du passager. Alors, le plaquage devant le passager est en aluminium alors. Alors, on a une zone de décor, vous connaissez maintenant, qu'on anime dans les Peugeot, et donc y compris dans la 308, qui traverse la planche de bord et est répercutée sur les panneaux de porte. Quand vous dites en face du conducteur, ça m'ennuie parce qu'à cet endroit-là, justement, il n'y a pas d'aluminium. Oui, non. Il y a les combinés et les écrans. Et puis en revanche, la planche de bord est soulignée d'un jonc chromé qui traverse, qui fait toute la planche, qui donne bien cette fluidité, qui raconte bien cette fluidité. Et celle-là, elle est travaillée dans un chrome avec un vernis mat pour éviter un quelconque sujet de reflet ou de perturbation en conduisant. Et si le sous-jacent était sous les yeux du conducteur, il y a décidément que son combiné. Du passager, vraiment du passager. Alors très bien, voilà. Oui, le passager peut se régaler avec son combiné. Voilà, c'était la question effectivement qui a été posée. Donc pour résumer, pas de motorisation PureTech 1,2 litre 155 chevaux sur cette voiture parce que la plateforme fait que ce n'est pas possible. Par contre, est-ce qu'une version électrique de cette voiture
pourrait être envisagé, 100% électrique. Alors en effet, le travail qu'on a fait avec les équipes ingénieurs sur la plateforme permet pour cette silhouette une électrification complète, une version électrique, dans un horizon à déterminer, mais c'est en effet possible. Et sans que ça soit en reprenant l'architecture des Rifter et Expert qui ont le même moteur que la 208 et la même batterie d'ailleurs. Ça ne présage pas de la solution technique. D'accord. Apparemment, les commentateurs dans le chat sont un petit peu toujours autour du 150. C'est sûr que même une puissance dégonflée en version hybride ou d'un PureTech 1.6, c'est pas envisageable du tout en 150. Et on ferme le dossier 150 ou... On peut le fermer. Pour nous, la version de puissance intermédiaire, c'est l'hybride 180 chevaux. D'accord. Et dans le parti prix d'efficience, il n'y a pas d'alternative en thermique pure. Entendu. Alors, toujours sur les motorisations, une question qu'on se posait avec François. Quel est le mix attendu de vente entre les différentes motorisations? Est-ce que vous prévoyez un moteur qui serait plus vendu, qui se vendrait plus que les autres? Alors, il faudra qu'on... Alors, on n'a pas une boule de cristal, hein. C'est quand même une question de boule de cristal, et en particulier, vous savez à quel point ça va être... C'est susceptible de bouger avec des évolutions réglementaires qui peuvent complètement affaler des ventes qu'on n'avait pas forcément prévues comme on se l'est écrit. Ce qui est sûr, c'est que nous, on prévoit de faire, on va dire, à peu près 20% de motorisation hybride. Et on s'y prépare, c'est-à-dire qu'on est capacitaire pour le faire et que c'est notre cœur de proposition dans le sens de l'efficience. Le mix diesel, il est difficile à dire. On livrera les clients qui souhaitent avoir du diesel. Bien sûr. C'est pas une offre qu'on pousse, mais en termes de prévision, au tout démarrage, on sera probablement autour d'un tiers des ventes en diesel, mais c'est très incertain. Ce qui est certain, c'est que on se positionne sur de l'hybride. Bien sûr. On va mettre en avant nos motorisations hybrides. Ça sera aussi nécessaire pour vous permettre d'atteindre des objectifs CO2 à la fin de l'année, d'économie globale du Corporate Average Fuel Economy pour permettre à l'ensemble de la marque de baisser ses émissions. La 308 y prendra sa part. La 308 prend une très grande part, parce qu'elle est efficiente par nature. Bien sûr. Donc en effet, même intrinsèquement, elle est même plus efficiente encore avec une meilleure aérodynamique que la voiture qu'elle remplace. Le CX de la précédente d'ailleurs, c'était combien? Parce que là on est sur 0,28 Oui, et un CX de 0,62 m², c'était 0,3, donc on gagne 2 points de CX. Et puis, puisqu'on en est à parler de motorisation, nous avons, mes yeux ne me permettent pas de... Sictagine, bonsoir voilà. Sictagine, et désolé pour ma presbytie, pour te demander, et pour vous demander... Pas de problème. Non, enfin c'était parce que la question, fermons la parenthèse, version GTI? GTI, certainement pas. PSE peut-être. Là, la question est bonne. Joker. Une question maintenant sur les matériaux. Alors, je ne le vois plus dans le chat. Ah si, voilà. On voit justement à l'écran là les images de la fabrication de la voiture. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix d'un haillon en composite? Très technique comme question. Je vous l'avais dit en préparant, moi je suis pas ingénieur. Donc, j'imagine, mais c'est de la pure imagination que ça permet de faire le style et que c'est dans un bon compromis de masse. Oui, voilà, c'était effectivement ce qui était suggéré dans le chat. Ce qui est un peu étonnant, cela dit, sur ce haillon, moi je l'ai découvert puisque on a eu les photos un petit peu en avance pour permettre de travailler sur le sujet et de vous proposer à tous, si vous nous avez lu assez tôt dans la journée et revu sur les réseaux sociaux les informations les plus exactes. Certains petits margoulins essayent toujours d'obtenir les images et de les diffuser avant, mais ça n'est pas parce qu'ils le font que ce sont les bonnes informations. Ceci méritait d'être dit. Je reviens à la question. Ah non, mais il y en a toujours. Après, ils ne le sont pas tous. Non, c'est cette forme du haillon qui reprend un peu aussi celle de la 208 avec cette espèce de côté convexe. Pourquoi est-ce que vous choisissez cette forme un petit peu allongée du pare-choc et finalement du haillon qui est repoussé vers l'intérieur de la voiture? Fallait inviter le styliste. Oh mince. On s'est trompé du coup. Oh là là. Bon, j'y vais. Alors, peut-être une question quand même avant que vous partiez sur le coffre de la voiture. L'une des questions qui a été posée dans le chat, c'était de savoir si le volume augmentait par rapport à la précédente génération et si le volume de coffre n'était pas grévé par les batteries dans le cas des versions hybrides. Alors, est-ce que le volume de coffre augmente? Non. Dans le cahier des charges dont je vous ai parlé, qui était ma mission,
on s'était dit qu'on voulait pas le dégrader. Donc on voulait rester comparable à la 308 qu'on remplace. On a allongé la voiture, c'était pas au bénéfice du coffre, c'était clairement au bénéfice des passagers arrière, et aussi pour intégrer des contraintes de choc et de style sur la carrosserie. Mais donc le cahier des charges, c'était de garder à peu près le même volume de coffre, ce qu'on fait à quelques litres près. Alors là, on n'a pas encore toutes nos mesures, mais on est à 412 litres. Contre 420, si je contre 420. Et pour vous donner l'explication, la voiture étant aussi un peu plus basse, oui. On a un peu baissé les passagers et du coup baissé la tablette arrière. Vous doutez bien qu'on n'allait pas la garder plus haut. Et c'est l'écart, ce qu'on perd, c'est l'écart sur le 2 cm de translation de la tablette arrière. Voilà. Puisqu'on parle de volume de coffre, est-ce qu'une version SW serait prévue ? Alors ça, je peux vous révéler le scoop. On a bien prévu une version break. Super. On a cette information en exclusivité du coup ce soir sur Twitch grâce à Agnès. Et merci vous ne beaucoup. serez pas déçus, parce qu'avec des gènes pareils, vous imaginez que ça va un peu chahuter le segment. Ça c'est votre parole. Après, il faudra vérifier du coup si invitez-moi. effectivement. Très bien, avec plaisir. On verra le moment venu. On a une date de présentation pour cette voiture ou c'est encore trop tôt ? Je pense qu'on en parlera d'ici l'été. D'ici l'été ? Très bien. Et Navigator qui double la mise, à part le SW, d'autres carrosseries, pas forcément obligé de les nommer. On n'en parlera pas avant cet été. Avant cet été. Il y avait une question de Guillaume dans le chat à propos du point, de l'élément sur lequel vous seriez le plus fier dans cette voiture, dans ce projet que vous avez mené. Est-ce qu'il y en a un, s'il fallait en retenir un ? Ça fait 4 ans que je travaille dessus avec toute l'équipe. 4 ans. 4 ans du coup. C'était une question qu'on avait. Ouais. Voilà. Quelle est la durée d'une telle mission ? On a la réponse, 4 ans. 4 ans. Je crois que la fierté, c'est surtout la fierté du collectif. Il y a une équipe qui travaille nuit et jour sur c'est un marathon de longue durée. Et on est tous très 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 fiers de ce qu'on vous propose aujourd'hui. C'est ça qu'il en reste. C'est la fierté de vous proposer le résultat d'un travail tous ensemble où on a vraiment tous tiré dans le même sens. Le style à travailler avec les techniciens pour réussir à faire quelque chose de très valorisant mais en étant très efficient. Donc chacun a embarqué finalement les difficultés et les contraintes qui étaient indispensables pour pouvoir avoir un produit qui soit pertinent. Et le résultat, il est là. Je crois que c'est la plus grande fierté, c'est de vous proposer cette voiture tous ensemble. Et d'ailleurs, on va pouvoir continuer sur ce qu'a été votre rôle en tant que chef de projet, puisque Kylie Minogue, je savais pas que c'est son pseudo, effectivement. On avait peut-être le chef de produit des F4, alors si on a Kylie Minogue... Je soupçonne quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un qui est fan de Kylie Minogue. Je vérifierai que c'est pas lui, tiens. Nous chantions, et bien nous allons danser maintenant. Quelles ont été vos missions, peut-être plus largement? Ça consiste en quoi d'être chef de projet pour une telle voiture? Alors je vous l'ai dit, le point de départ, c'est le cahier des charges. D'accord, mais au-delà. Ensuite, on anime toutes les équipes, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je précise. On a un directeur de projet qui va coordonner les équipes techniques, qui coordonne tous les métiers qui interviennent sur la voiture. Moi, mon rôle, c'est de représenter la marque et le client dans le projet. Donc, mon titre exact, c'est chef, voilà, vous voyez, je m'emballe. Chef de projet marque. Donc, je suis pas la directrice de projet, je suis bien la représentante de la marque dans l'équipe projet. D'accord. Alors, c'est un rôle un peu à part, puisque c'est quand même nous, marque, qui définissons le cahier des charges avec les stylistes pour se dire, voilà, l'objet qu'on veut proposer à nos clients. Et une fois que le cahier des charges est écrit, mon rôle, tout au long du projet, c'est d'accompagner les équipes techniques dans la convergence, dans la réalisation. Est-ce que ce qu'on s'est dit qu'on ferait, on arrive à le faire? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est fabricable? Parce qu'il y a une fois qu'on sait le dessiner, qu'on sait le couper, il faut savoir le monter. Et donc ça nécessite à toutes les étapes du projet, finalement, éventuellement de prendre des arbitrages, de décider des alternatives. Et ça, chaque fois que ça risque d'être visible du client, c'est une décision que je dois prendre, évidemment, avec ma hiérarchie quand ça s'impose. Bien sûr. Alors, sachez Agnès qu'on a beaucoup de questions dans le chat. Oui, ça s'agite et ça passe vraiment du coq à l'âne pour le coup. Au lion, même parfois. Au lion, parfois, oui, effectivement. Je crois qu'on peut le dire. Je vais prendre la question que je vois le plus en haut. Est-ce qu'une version hybride rechargeable 4 roues motrices de cette 308 pourrait exister?
Alors c'est pas prévu, déjà parce qu'on n'a pas D'accord. identifié de marché obligatoire, et aussi parce que quand on a en tête l'efficience qu'on est allé chercher, en fait, justement la version de plateforme qu'on intègre, elle nous permet de mettre de l'hybride sur des traverses déformables. Alors que jusqu'à présent, les versions hybrides étaient sur des trains multibras. D'accord. Dans 508 ou 3008, c'est un train multibras. Nous, finalement, le critère d'efficience, c'était de réussir à amener cette motorisation sur les traverses déformables. Et comme toute la voiture est dessinée au plus près des contraintes pour aller chercher, pour justement être toujours le plus efficiente possible, Compact, ouais. finalement, ce serait contre-indiqué. Donc non, c'est pas prévu. Très bien. Il y avait une question également à propos de l'aileron de requin qui serait présent sur cette 308. Pourquoi alors qu'il n'est pas présent sur les autres modèles? L'aileron de l'antenne. Je pense que voilà, c'est effectivement l'antenne de toit, ouais. Alors l'antenne de toit, cet aileron de requin, déjà, il est sur toutes les nouvelles 308. D'accord, ouais. Et parce qu'il intègre il est finalement le symbole visible de la nouvelle architecture électronique qui est embarquée sur cette voiture et qui nous permet notamment de soutenir le nouveau système d'infotainment embarqué, Ça fait sa le connectivité. lien, justement. Donc c'est la méga antenne qui intègre toute la connectivité. Alors je vous ai dit que j'étais pas ingénieur, ne m'en demandez pas plus. Mais si vous avez besoin d'infos, je pourrais les récupérer. En revanche, elle est bien finalement l'incarnation de cette nouvelle architecture et de la connectivité de la voiture. Bon, alors il y avait justement une question un petit peu technique à propos du système CarPlay sans fil qui est présent dans la voiture. On nous demande, serait-il possible d'envoyer directement les consignes de navigation sur le combiné de la voiture en plus de l'écran central? Donc j'imagine que le combiné de la voiture, c'est la dalle numérique derrière le volant. Derrière le volant. Voilà. Est-ce que ces informations-là, du coup, seront visibles via cette dalle numérique, même, réplicable, voilà, en plus de l'écran central? Alors, on a un système de navigation connecté embarqué qui, elle, se déploie, si on veut, sur la totalité de l'écran 10 pouces et avec un transfert, une visibilité aussi dans une des configurations du combiné, avec une carto qui est quasiment étendue sur toute la surface du combiné. Si on parle maintenant de navigation du type Waze, j'imagine que c'est la question. Alors oui, parce que pour nous, l'obsession, c'est que de faire que le conducteur ne quitte le moins possible la route des yeux. Alors on a travaillé et obtenu que les consignes Waze soient exportées dans le combiné. Donc un client qui en mirror screen utiliserait Waze sur son téléphone, il aurait la carto dans l'écran et les exports d'indications, donc le fléchage dans le combiné. Y compris a priori en sans fil donc. Y compris en sans fil, puisque le mirror screen est accessible sans fil. En Bluetooth, d'accord. Vous disiez tout à l'heure que le projet Nouvelle 308 avait duré 4 ans. Au bout de combien de temps le design de la voiture a-t-il été figé? À peu près. À peu près. Je dirais, il a fallu au moins 6 mois pour se mettre d'accord sur le package. C'est-à-dire les dimensions de capot, ça suppose quand même de reculer le haut-vent, les éléments porteurs. Je ne rentrerai pas dans plus de détails techniques, mais quand même. ça tirait quand même un paquet d'évolutions techniques de la plateforme. Il a fallu le temps de se mettre d'accord sur ce nouveau package. Et une fois ce package défini, on lance la compétition de style. Donc là, tous les designers de bureaux de style Peugeot ont planché pour faire leurs propositions avant qu'on sélectionne le style. Donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Le concours de style, il prend à peu près 6 mois également. Donc on va dire que il y a 3 ans et demi que le style est figé. 3 ans. Finalement, assez rapidement après le début du projet. Assez rapidement. Alors après, il est affiné. Oui, il y a toute une étape de convergence style technique où on affine parce que déjà on fait des tests auprès des clients. Donc il peut y avoir des éléments de style qui les font réagir et qu'on fait évoluer. Et puis il y a la capacité à faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Et donc au final, le style final, lui, il est complètement définitif. Il arrive un peu après. Et est-ce que dès le départ, du coup, la nouvelle Peugeot 308 intégrait le nouveau logo Peugeot? Presque au départ. Presque au départ, très bien. Presque au départ. On va dire que la décision a été pas tout à fait concomitante, puisque justement dans le concours de style, notre styliste le dit,
étonnamment, les stylistes, ils s'expriment assez librement. Ils sont partis sur des dessins et des propositions où ils intégraient déjà des nouveaux, autre chose que le lion. Ah, carrément. Ouais. Mais pas forcément celui-là. Alors, vous avez bien vu aussi qu'il y a eu un concept car qui portait cet emblème. Oui, en 2018. Alors, pas tout à fait celui-là, hein, une inspiration, un emblème historique, alors que le nôtre a été revisité et modernisé. Certainement que ça a planté quelques graines dans l'inspiration de nos stylistes. Toujours dans la phase projet, est-ce que les tests clients ont été plus positifs que pour la précédente 308 et justement, comment se passent des tests clients? Est-ce qu'ils viennent voir des maquettes de la voiture ou est-ce qu'ils voient directement la vraie voiture? Comment ça marche? Alors, difficile de comparer des tests sur des périodes différentes parce que comment ça marche les tests? C'est d'ailleurs, vous pourriez très bien tous être sélectionnés un jour. Parce que, mais on l'espère. Bah ouais, comment on postule du coup pour passer des tests? On n'a pas affaire à des experts de l'automobile parce que ce qui nous intéresse, c'est des clients. Oui. Des clients, quoi. Il existe toujours des petites exceptions. Bien sûr. Donc, comment ça se passe? Déjà, il y a 2 tests très importants dans le développement du projet. Il y en a un qui va justement nous permettre de valider la proposition de style, et puis un autre qui arrive avant qu'on décide d'investir. C'est un test important, puisqu'on veut s'assurer que la voiture a tout le potentiel avant de dépenser l'argent qu'il faut dépenser pour faire les outillages et pour la fabriquer. Et donc les tests, ça se passe comment? Le premier test, qui est donc historiquement le premier, on n'a pas encore de voiture, donc on a des maquettes à l'échelle 1. Représentative, une maquette en résine qui représente la voiture vue de l'extérieur. En général, une autre maquette qui permet de représenter l'intérieur. Et on se compare à la concurrence. Donc le premier test qui sert à valider... Je suis très bavarde, je vois que je dis trop de choses. Et que, non, c'est au contraire, c'est que le sujet passionne visiblement et qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Le premier test qui sert à valider le style, on va se comparer à des voitures qui nous challengent en style. Donc pas forcément des concurrents directs immédiatement. Ne me demandez pas à qui nous sommes comparés. Et mince, c'était la question suivante. Qui nous interpelle, Bien qui sûr. nous... Voilà, pour justement vraiment travailler les aspérités de style et la modernité du style. Ce qui est important, c'est parce que là, on est quelques années en avant, c'est que la voiture soit moderne quand elle arrive et pas tout de suite. Il ne faut pas qu'elle soit trop actuelle. Et puis le test suivant, qui est un test presque en condition de commercialisation, on reproduit une situation de showroom. D'accord. Et là, on se compare vraiment à nos concurrents du podium, et notamment Golf, évidemment. Et de la même façon, on demande aux clients, vous partez avec laquelle? Et globalement, ils partaient avec la 308 ou avec la... Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Et est-ce que d'ailleurs, entre le moment où vous avez décidé ça et le jour où nous sommes ici, 18 mars, il y a eu le départ du directeur du style de Peugeot, M. Gilles Vidal. Est-ce que entre son départ et aujourd'hui, il y a eu des modifications qui ont été opérées sur la voiture ou c'était trop tard? C'est même pas trop tard. C'est que j'ai un autre scoop. C'est que Mathias Ossan, notre nouveau directeur du style, il est du Sérail. Et Mathias Ossan, on a travaillé avec lui il y a 4 ans sur l'avance de phase de cette voiture. Puisque c'était son rôle avec les concept cars, tout à fait. Exactement. Et donc, je pense qu'il n'a rien... La couture s'est parfaitement faite sur... Il n'a rien à renier sur la nouvelle 308 et il n'a rien renié. Alors, 2 questions techno ensuite. La première concernait les phares de cette voiture. A-t-elle des phares full LED adaptatifs? Vous voulez parler de Matrix? Matrix, je pense que c'est effectivement ce que sous-entendait dans le chat. Des petits blocs matriciels et ça, mais qui s'éteignent. Voilà, et il me semble qu'ils sont disponibles, en tout cas ils sont visibles sur les photos de la version GT qui a été présentée aujourd'hui. Est-ce qu'ils seront disponibles sur toute la gamme ou uniquement sur les niveaux supérieurs? Donc on est sur toute la gamme sur des projecteurs à LED. Et en revanche, en effet, vous l'avez bien remarqué, les fonctions Matrix arrivent sur les projecteurs haut de gamme, avec des modules qui en effet sont pilotés pour pouvoir s'allumer et s'éteindre, pour rouler toujours en plein phare et jamais déranger, jamais éblouir la personne devant ou qui arrive en face. D'accord. Donc la fonction Matrix sur les niveaux GT et GT Pack. Très bien. L'autre question techno qu'on se posait, c'était à l'intérieur précisément. Les commandes de climatisation sont dorénavant digitales, là où la plupart des marques concurrentes conservent encore des touches physiques pour la climatisation. Pourquoi ce choix de la part de Peugeot? On n'est pas tout à fait bien regardé nos marques concurrentes. Juste en dessous, il y a des petits boutons complémentaires. C'est vrai, d'une part, c'est vrai. Nos marques concurrentes entre nous.
Mais je vais vous donner l'explication, j'en ai deux. Déjà, les commandes sont numériques à partir de l'allure. Sur l'entrée de gamme, D'accord. le deuxième petit écran que vous voyez sous le grand écran 10 pouces, je ne sais pas si vous avez une image, ce serait idéal qu'on en ait une à l'écran, ce serait facile à décrire. Et apparemment non. Eh ben c'est pas grave. Mais on compte sur la communication de Peugeot pour nous en transmettre bientôt. J'ai vu tout à l'heure une photo de l'intérieur, donc je pense que vous avez. Mais c'est pas très Après, grave. je sais pas si on a un zoom précisément sur la partie climatisation de la voiture, mais je pense qu'on va Ah, trouver ça. d'accord, moi je On va pensais trouver que vous ça. parliez des premiers niveaux de gamme qui a priori n'ont pas Non, été vus en celui-là, photo. non, vous n'avez pas la photo. Pour le moment, voilà, c'est ça. Donc cette Mais pour zone-là, les autres, oui. c'est une surface qu'on appelle une façade de commande physique, donc avec des commandes directes de climatisation. Ok. Sur le niveau ActivePack, qui est notre premier niveau d'accès à 308, elle est disponible, et ça nous permet aussi pour les pays où c'est un incontournable, parce qu'il y a un certain nombre de pays, et je vais vous dire pourquoi, où il faut des commandes physiques. Imaginez-vous en Russie par moins 30 degrés, vous arrivez dans la voiture avec vos gants. Si vous devez commencer avec les gants à régler votre clim, vous êtes malheureux pendant un petit moment. Donc, il y a des pays dans lesquels c'est un incontournable. Et donc, on a cette variante de commande physique qui permet de répondre à des attentes de clients qui sont plutôt des attentes de clients dans des situations climatiques extrêmes. Fameux variant commande physique annoncé par Monsieur Castex à 19h. Et vous avez bien fait de ne pas le regarder. Et vous lirez les résumés quand il aura fini de déblatérer. Et nous sommes ici avec Madame Tesson-Fagé qui nous présente la nouvelle 308. Oui. Une question qui est revenue 2 fois, donc cette fois-ci on va vraiment la poser pour Monsieur Stig Campagnard. Et oui, aucun mépris pour Monsieur le Premier ministre, hein, chacun son rôle, mais on préfère les voitures, parler des virus, on en parle trop souvent. Le toit ouvrant, c'est en option, c'est bien prévu? C'est prévu en option sur les versions haut de gamme. Et il aura, D'accord. Et il aura quelle taille? Il est panoramique même? Il n'est pas panoramique, il n'aurait pas été suffisamment efficient, c'est très très lourd un toit ouvrant. En revanche, il est spoiler de type de ce que vous connaissez sur ça. D'accord. Je lis dans le chat qu'apparemment on est confiné. Et merde. Voilà. Ah, donc on C'est reste là. ici, vous voulez dire? Visiblement, on va rester ici. L'interview va durer toute la nuit. N'hésitez pas à poser vos questions à Agnès, chef de projet 308. Mais Allez. justement, vous parliez de la Russie. Peut-être que cette question-là n'a pas été proposée dans le chat, mais on sait que dans votre carrière, vous avez travaillé en Russie. Quelle est la place de Peugeot Enfin, en Russie? en Russie, avec la Russie. Avec la Russie. Au Japon, mais pas en Russie. Ah bah alors vous nous direz quelle est la place de Peugeot au Japon aussi alors. Vous le souhaitez. C'est pas que je le souhaite pas, mais c'est pas tellement mon périmètre aujourd'hui. Oui, non. Eh ben tant pis, reprenons les questions du chat. Parce que la Russie, j'y ai travaillé, mais il y a quelques années, donc ce que je vous dirais n'est peut-être pas tout à fait le reflet de ce que c'est aujourd'hui. Donc j'aime autant que vous posiez la question à... Voilà. Peut-on commander la climatisation à la voix? Oui, j'ai chaud. Et d'ailleurs... J'ai vraiment très froid. Et donc là, il y a une nuance. Ah d'accord, et donc, le vraiment très... beaucoup plus. Ça fait un peu plus... un réglage un peu plus intense que si c'est juste... C'est la première fois que Peugeot propose un système de commande vocale comme ça ou On a déjà eu la commande vocale, mais là on amène en effet une commande vocale, on dit langage naturel, Ouais. et qui s'appuie sur sur la connectivité, donc qui permet de faire des recroisements d'infos et qui donne une agilité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Regroupement d'infos, c'est détecter que c'est une personne à l'avant gauche, à l'avant droit qui a pu prononcer la commande et donc adapter localement la climatisation, ou est-ce que ça s'adapte pour tout le véhicule par exemple? Non, ça s'adresse au véhicule, oui. C'était plutôt pour vous dire, pour contextualiser en fait. D'accord. Qui va éventuellement aller chercher des données météo, qui va aller chercher des données de guidage, des choses comme ça, et des compréhensions de mots, ou des choses... Mais... Le fait qu'on l'active en disant « Ok Peugeot », ça me rappelle une marque qui... Petite étoile au bout de son capot et depuis longtemps dans ses yeux. C'est volontaire ou est-ce que c'est le pur fruit du hasard parce on a recherché l'intuitivité. D'accord. Donc on reste intuitif. Ok Agnès. Deux autres questions. Tant qu'à changer de logo, n'y a-t-il pas eu la question sur un changement de nom de la voiture? La voiture? A-t-il été envisagé, je sais pas, de l'appeler 408 ou... Quelle drôle d'idée. 309. Ah, 309, ouais, très moderne, Vous savez très... que le compteur s'est arrêté au 8, donc... Tout à fait. Et je dirais même
Je dirais même que vous avez un article justement sur notre site qui en parle, publicité, alors je viens avec un écran pub, sur l'histoire du nom 308, c'est Peugeot 308, la quatorzaine fringante, si vous avez envie de le lire. Petite lecture du soir confiné, on vous la propose, et c'est pour vous. Merci François. Ah ben, je suis fier de ce que j'écris, parfois. Une autre question de Daguerrin78. Avez-vous déjà pu prendre le volant de la voiture sur circuit, pardon, et qu'est-ce que ça fait de conduire une voiture qui n'est pas commercialisée encore avant tout le monde? Ah, bien sûr, je l'ai conduite. Ah, Et vous avez aimé? c'était phénoménal. Bon, espérons. Non, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est important. Là, on va la proposer, on la lance dans quelques mois. Évidemment, il faut qu'on les conduite avant. Sûr. Dans le processus, on sort avec des stickers, ça vous a... Il y a même parfois des spy shots. C'est vraiment pour travailler. C'est-à-dire que ça nous permet... On fait des roulages sur circuit, mais on fait surtout des roulages sur route ouverte. Parce que si on veut représenter le client, il faut être en condition client. Fait beaucoup de kilomètres avec Didier, que je salue aussi, pour vérifier que justement les prestations qu'on attend, quand je vous dis que le cahier des charges on le définit, c'est pas statique, c'est aussi des prestations dynamiques. On a un devoir, c'est d'être toujours aussi référent sur le toucher de route de la nouvelle 308. Évidemment, on l'a roulé et on a vérifié. Mince, c'est le moment où il faut, c'est le moment où il faut trouver une question. D'accord. N'hésitez pas, bien sûr, dans le chat à continuer vos questions, puisque Agnès est là jusqu'à 20h, je crois, pour répondre écoutez, je sais pas, à nos questions. Il est 19h52, précisément. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans la nécessité de connaître la voiture avant qu'elle ne soit commercialisée. Justement, le calendrier d'arrivée de cette voiture, on peut la commander à partir de quand? Elle sera livrée à partir de quand? Alors, on prévoit les ouvertures de commandes fin juin, probablement. Pour pouvoir lancer en France à l'automne. Parce qu'elle n'aura forcément pas que la France comme pays. On a une idée du total de pays dans lesquels elle sera proposée? Pas compter, mais elle sera vendue quasiment dans tous les pays où il y a un marché et où la marque est présente. Donc, c'est le pays. Ça suppose qu'elle ne sera pas produite peut-être qu'à Mulhouse. Il y a d'autres sourcings, d'autres usines? Pour l'instant, elle est produite uniquement à Mulhouse. On a la capacité de fournir pour Mulhouse. Donc, ah, mais le commerce extérieur vous remercie. Je ne sais pas si d'autres remercient. On a une question très actuelle dans le chat. Avez-vous pris en compte un recyclage plus complet pour la fin de vie de la voiture? Alors là, je vous dois des chiffres plus tard, parce que ça fait partie des mesures qui sont en cours. Et bien sûr, c'est hyper important au meilleur niveau de recyclage, et je n'ai pas les chiffres. Donc, dès que je les ai, je les fais passer. Ça fait partie des choses qui sont vérifiées bien sûr. Le plus tard possible. Et si on parle chiffres, les tarifs seront en augmentation, stable? Alors là, c'est pareil. On va attendre un petit peu. Eh ben, on sera patient. On attend le comité de prix. On sera Qui patient. n'a pas encore eu lieu. Donc, Alors, évidemment, ils seront connus au moment de la... Je tente ma chance avec une autre question concernant la gamme des finitions. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit spoiler, un petit aperçu des différences entre les finitions? Combien de finitions d'ailleurs seraient proposées sur cette voiture? On a parlé de GT Pack, on a parlé de GT. Alors en fait, les gammes Peugeot aujourd'hui, telles qu'elles sont conçues, on a 3 niveaux de typage, on l'appelle comme ça. C'est-à-dire 3 niveaux qui visuellement vont amener des caractéristiques de style qui les différencient. Active, allure, GT. Et puis, on a 3 compléments d'équipement sur ces 3 typages. Donc, Active Pack, Allure Pack, GT Pack, qui sont finalement avec le même typage des compléments d'équipement. Sur 308, sur la nouvelle 308, on démarrera l'offre en Europe sur l'Active Pack. D'accord. Ça, ça a été une décision conjointe avec tous nos collègues commerçants qui ont choisi le niveau d'équipement comme le niveau d'entrée de la gamme. Donc 3 niveaux de typage, et si vous voulez, après, on peut en effet se dire ce qui permet de différencier à l'extérieur et les différents niveaux. Très bien. Une autre question encore très actuelle. Vous parliez d'une commercialisation prévue pour septembre, fin septembre à peu près. Le contexte actuel est ce qu'il est. Est-ce que vous avez anticipé les pénuries potentielles de composants électroniques? Les intègre de la même façon que c'est intégré sur la production
dans le rue, hein, c'est-à-dire qu'on fabrique déjà des voitures à mule. C'est prêt, a priori, Voilà. très bien. Est-ce qu'un Black Pack est prévu? Là, je passe littéralement de Black Pack Matters. ouais. de la production au style. Oui, est-ce qu'un Black Pack à l'extérieur, voire même à l'intérieur de la voiture est prévu? Pourquoi pas sur la version GT, par exemple? Vous le verrez, en fait, notre GT, de la GT, il est presque Black Pack par d'office, essence, c'est-à-dire qu'on a ouais. des jantes qui sont assez dark, foncées. On n'a plus de lécheurs chromés, hein, les lécheurs sont Tout noirs noir, brillants. Donc finalement, elle propose presque un Black Pack par essence sur les versions haut de gamme. Avec à l'intérieur le typage de nos GT, donc les ébénisteries et les plafonniers qui sont noirs. Alors Agnès, dans le chat, on a un commentaire qui devrait vous faire plaisir, de Gros Cœur 1. Très belle voiture et très belle femme qui connaît son sujet. Passe mon couleur. Il n'a pas tout vu, j'ai pas enlevé le bar. Oh. Combien de couleurs sur cette Peugeot 308? 7. Oh. Donc en plus du nouveau vert, on aura le bleu Vertigo et le rouge Elixir qui sont des teintes que vous connaissez, Oui, les teintes spectaculaires de la gamme déjà disponibles sur d'autres silhouettes. Et puis les teintes plus conventionnelles et attendues, un blanc banquise, donc une teinte mate, un blanc nacré, un noir perlanera et un gris argent. Très bien, très clair. Quel est l'âge moyen d'un acheteur de 308? Alors en Europe, les acheteurs de la berline compacte, parmi les plus jeunes. Quand vous dites la berline compacte, c'est tout modèle confondu Voilà. ou vraiment de la 308 Tout précisément? modèle confondu, D'accord. les plus jeunes, alors c'est là que vous allez vraiment prendre un recul, c'est-à-dire 52 ans d'âge moyen. Bah, cela dit, c'est plus que la moyenne globale qui est de 57 ans, je crois. Voilà, on a des clients jeunes, et en particulier avec un écart type assez important. On a notamment des jeunes couples, sans enfants parce que pas encore, ou en projet de famille. Clientèle qui est vraiment super intéressante et assez inattendue. Une question ensuite par rapport aux intérieurs. On a découvert cet intérieur de la nouvelle 308 dans des coloris noirs. Est-ce qu'un intérieur plus clair serait prévu? Et je crois avoir vu dans le kit de presse communiqué par Peugeot un intérieur cuir bleu. C'est ouais, j'ai été assez étonné de voir cette couleur-là. Tant mieux, parce que comme pour le vert à l'extérieur, Ouais. ce cuir bleu, il est là pour surprendre, pour rafraîchir la proposition du cuir qui était, on avait peut-être le tour. Donc on voulait quelque chose de nouveau, de frais, de surprenant et de plus clair. Donc c'est en effet la mission de notre cuir Naboo. Ça l'a. Oui. Donc il y aura du bleu, du noir. Est-ce qu'on pourrait envisager du beige ou du gris clair, par exemple? Le beige ou gris clair, c'est pas prévu. En revanche, je vous invite à regarder vraiment très près nos sièges qui sont foncés, certes, mais qui ont été vraiment travaillés dans des contrastes assez subtils, avec des surpiqûres qui réveillent aussi l'ensemble. Moi, je trouve pas que ça fasse noir. Et en tout cas, ça répond à la demande, l'essentiel de la demande de nos clients. Donc on est vraiment dans la proposition qui est la plus consensuelle en termes de hauteur de ton. Bon, là, on passe le message à la communication de Peugeot. S'il y a moyen d'en découvrir une physiquement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous serons là. On est là. En parlant de couleur, justement, est-ce que la coupe franche est prévue sur cette 308? Non, on n'a pas. C'est fait franchement couper dans les airs. On a déjà des choses assez incroyables à proposer. Donc, Et puis peut-être que c'est un élément de style que vous n'allez pas forcément qui est assez difficile à industrialiser. On sait qu'a priori c'est quand même 2 teintes de peinture différentes, ça nécessite une industrialisation c'est très spécifique. particulier comme industrialisation, et en effet on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire sur la voiture, et assez naturellement la fluidité de la caisse, on a forcé nos stylistes à essayer de voir si on... En fait, on est tous arrivés à ce consensus que qu'elle raconte, c'est autre chose. On n'a pas voulu rompre ce côté très fluide de la silhouette. D'accord. On est très content de cette proposition-là. Une question ensuite sur les ventes. Combien de ventes représente la berline par rapport au break sur ce segment? C'est difficile de répondre en général parce que ça dépend beaucoup des marchés. Donc, en Allemagne, par exemple, le break est plus vendu que la berline en général.
C'est le cas aussi pour les berlines. Je ne sais pas, peut-être pour la 8, mais en tout cas, généralement, une Audi A4 se vend à 90% en break. En France, on est plutôt sur 2 tiers, 1 tiers, des choses comme ça. C'est des ordres de grandeur, mais c'est un peu difficile de répondre. Les moyennes ne vont pas parler beaucoup, ça dépend vraiment des marchés. 2 tiers de break ou de berline, du coup? De berline. De berline, ok, très bien. A-t-elle une ambiance lumineuse à LED à l'intérieur et aura-t-elle un toit ouvrant, nous demande Covips? Toit ouvrant, du coup, oui. Ah oui, on y c'est a vrai. répondu tout à l'heure. Une ambiance lumineuse, par contre, à LED, est-ce que... Oui, on a prévu une ambiance lumineuse qui va rétroéclairer la planche et avec un ton délicat dans les panneaux. Avec 8 couleurs, donc c'est aussi une nouveauté. En 8 actuel, place en tout cas, il y a pas d'éclairage. Les 8 couleurs, elles sont liées avec nos équipes de style pour être d'accord, avec les coloris intérieurs et avec les couleurs d'écran qui sont également personnalisables. Je crois qu'on vous remercie dans les commentaires pour le toit ouvrant. Effectivement. C'est vrai que c'est un équipement qu'on voit de moins en moins, finalement, sur les voitures, j'ai l'impression. Oui, vous disiez que ça apporte du poids, donc forcément, le poids, c'est l'ennemi. Oui, c'est pas particulièrement efficient. On limite la diffusion. Allez, une des dernières questions de ce live. Une offre pour les professionnels est-elle prévue au lancement? Une version business ou peu importe son nom sera prévue pour les professionnels, pour les entreprises? Alors ça dépend si la question est une offre de voiture sans... Parce qu'on a des offres... il existe des offres professionnelles où on lève carrément le siège arrière pour faire des voitures. De société. Donc, de société, exactement. Ouais. Donc ça, on est en train de travailler pour le mettre en place. D'accord. C'est une offre courante, hein, donc on est en train de travailler pour être capable de proposer au moins en après-vente le kit qui permet de faire cette adaptation. Et puis sinon, si on parle des versions business qui existaient en effet jusqu'à présent dans nos gammes parce que les équipements attendus par les clients B2B étaient différents des attentes de nos clients Aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, c'était les mêmes gammes. Donc, on a une offre, l'Active Pack est vraiment le consensus entre l'entrée de gamme B2C et les attentes des clients flotte. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'offres qui s'appellent business et malgré tout, on répond complètement aux attentes de nos clients business. Alors Agnès, puisque je vois que l'heure tourne, je vous propose une dernière question posée dans le chat. S'il ne fallait retenir qu'un détail dont vous êtes la plus fière, peut-être un détail de style, je ne sais pas si c'est ce que Aguerrin 78 sous-entend, l'élément pour lequel il vous a le plus fallu batailler. De toutes ces 4 années. Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui a été particulièrement difficile entre guillemets à imposer ou à faire valoir? Je dis qu'on avait réussi à faire un travail d'équipe où on s'est plutôt bien entendu. C'est peut-être un élément de fierté. Ça va vous surprendre. Le style, je l'aime de toute façon, mais j'objective. En entier. C'est d'avoir réussi à faire travailler nos stylistes sur les rangements. C'est notamment dans les critiques, on parlait tout à l'heure des éventuelles améliorations et améliorations possibles. Aujourd'hui, on a travaillé la nouvelle 308 pour être irréprochable en matière de rangement. On a vraiment, ensemble, hein, avec le style, on est parti de ce que veulent ranger les clients dans une voiture. C'est idiot, hein, mais ça vous est pas arrivé récemment de vous trouver encore dans une voiture avec un téléphone et pas savoir quoi en faire. Eh bien, on veut toujours y mettre un téléphone, on veut toujours y mettre même 2 téléphones, on veut y mettre des lunettes, des clés. Enfin, on est allé regarder ce que faisaient les clients quand ils avaient besoin de jeter des choses dans la voiture. Et la synthèse qu'on propose avec la nouvelle 308 répond à ces attentes-là. Avec une petite subtilité complémentaire, vous avez remarqué qu'on ne veut rien laisser au hasard et que chaque détail compte, parce qu'on sait que c'est important pour nos clients. On proposera au lancement une gamme d'accessoires disponibles sur la boutique en ligne Peugeot, de personnalisation de nos espaces de rangement à partir d'objets qui s'adaptent et qui sont fabriqués en impression 3D. Donc sans outillage et surtout personnalisable à l'infini parce que chacun a des besoins différents malgré tout. On ne peut pas faire des compartiments infinis dans la voiture. Donc cette personnalisation permet de s'ajuster et d'intégrer mon gros téléphone, mon petit téléphone, mon petit gobelet, mon gros gobelet, mes lunettes, etc. Et donc tout ça travaille en impression 3D avec donc un design spectaculaire et qui est évidemment raccord avec
coloris intérieurs. Allez, une toute dernière question pour terminer. La boîte manuelle ne va pas retirer le rangement porte-gobelet? Non, alors la façon dont la boîte manuelle est intégrée dans la console centrale, on retrouvera cette arche qui est un peu la signature Ouais. du nouveau cockpit et qui regroupe des commandes de conduite, donc qui a une utilité, hein, qui est là vraiment pour qu'on n'ait pas à chercher des commandes. Et donc en boîte manuelle, on garde cette arche qui est un peu plus fine, puisqu'elle n'a plus besoin d'intégrer la commande de boîte automatique. Et le levier, lui, est implanté entre les porte-gobelets. Donc on aura bien toujours un porte-gobelet à l'avant et à l'arrière, et on perd finalement l'espace d'un soufflet. Donc on a, disons, en boîte auto, on a des rangements incroyables, et en boîte manuelle, on a beaucoup de rangements. D'accord, très bien, très clair. Merci beaucoup Agnès pour toutes ces réponses. Merci à vous tous dans le chat pour toutes ces questions également. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et pour qu'on continue justement de faire des interviews comme ça. Agnès, peut-être un mot pour terminer? Écoutez, c'est mon premier Twitch. Ouais. Comme le Premier ministre François Hollande. Voilà, je vais vite rentrer chez moi pour frimer à la maison. Merci à vous. Et on a été très heureux de vous accueillir. On vous souhaite également à tous qui nous regardez et toutes de nous retrouver également sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet où vous aurez toutes les informations également qui n'auront peut-être pas toutes été évoquées ce soir sur la 308. Et puis vous retrouverez, si vous ne venez que seulement d'arriver maintenant, le replay de cette vidéo dès maintenant. Ou dans quelques secondes, me dit-on en régie, vous aurez la capacité de revoir tout cela dans les minutes qui viennent. Voilà, merci François, merci Agnès pour cette interview. Et merci Romuald en régie. Effectivement, merci Romuald en régie, puisque c'est grâce à lui que vous avez pu nous voir et nous entendre, et entendre Agnès également. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée et bonne route.